Bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous le voulez bien, donc nous allons démarrer et chemin faisant, d'autres personnes vont nous rejoindre. Je suis Angelo Cacci, je suis un des associés du cabinet Sirtals et je suis ravi donc d'animer cette session aujourd'hui. Nous avons prévu 1h30 sur un sujet qui nous tient en haleine depuis des années, à savoir le paiement digital dans tous ses états, qu'il soit wallet, paiement mobile ou sous une autre forme. Nous avons mené des investigations sur ce sujet depuis quelques années et il nous a semblé intéressant en cette rentrée de septembre de réaliser donc ce webinaire et d'échanger avec vous dans la mesure du possible. Et pour ce faire, je tiens tout d'abord à remercier Mercatel en la personne de Jean-Michel Chanavas, Bertrand Pinault de la FEVAD, de s'être associé à notre événement. Et je tiens bien sûr aussi également à remercier Fabrice Prévost, directeur du Business Development de MarketPay, la FinTech de Carrefour, d'apporter son témoignage sur des réalisations innovantes en la matière en France ou à l'étranger. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, le menu suivant. Donc aujourd'hui, un petit rappel sur Sirtals et les publications que nous avons menées, le cheminement et les multiples facettes du paiement digital, qu'est-ce qui a contribué au développement de ces nouveaux modes de paiement de par le monde. Nous ferons un zoom sur quelques géographies pour apprécier les différences que l'on peut constater. Et puis, nous nous arrêterons un instant sur quelques enjeux et perspectives. Et enfin, nous conclurons, comme je l'évoquais à l'instant, donc par le témoignage de Fabrice Prévost de MarketPay Carrefour. Vous avez, me semble-t-il, un onglet sur lequel vous avez la possibilité de poser des questions. On essaiera peut-être de faire un round de questions à l'issue de mon intervention avant de laisser donc la parole à Fabrice. Donc j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous êtes en bonne santé, puisque ça c'est également important en ces temps troublés. Et donc nous pouvons démarrer sans tarder. Alors, quelques mots sur Sirtals. Nous sommes un cabinet qui existe depuis plus de 20 ans, nous sommes une centaine de consultants, nous faisons un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'épine dorsale de notre cabinet, c'est véritablement les paiements et les paiements sous toutes leurs formes, en B2C, en B2B ou en B2B2C. Nous travaillons pour des clients très variés dans tous les secteurs d'activité et nous avons la possibilité de proposer tout un éventail de prestations, des sujets amont jusqu'aux sujets aval, donc stratégie, études, gestion de projet, l'accompagnement marketing, et Dieu sait si c'est important pour façonner les bonnes offres au bon moment, la transformation digitale qui rime de plus en plus avec paiement, et puis également tous les aspects de réglementation et de conformité. Alors, nous avons eu l'occasion ces dernières années d'élaborer plusieurs livres blancs, alors que nous avons dénommé Opus pour la partie mobile payment et wallet, et peut-être avez-vous eu l'occasion de lire donc le dernier numéro que nous avons publié début juin 2020 et le précédent en mai-juin 2019. De la même façon, nous réalisons des saisons, c'est le nom que nous lui avons donné, sur les néobanques, qui est un autre phénomène également qui est assez passionnant. Et donc, depuis 2017, nous y travaillons. Nous publions plutôt cette saison en fin d'année, donc la saison 4 est prévue autour de novembre de cette année. Toutes ces publications sont librement disponibles, sans aucun filtre, sur notre site. Et vous aurez donc loisir de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, voyons maintenant le cheminement et les multiples facettes du paiement digital. Et pour démarrer, il me semblait également intéressant parfois de regarder dans le rétroviseur et de se dire, mais d'où venons-nous lorsqu'il est question en particulier de wallet e-commerce, et on en parle depuis une vingtaine d'années, puisque les plus anciens d'entre eux ont plus de 20 ans. Et donc, ces wallets se sont beaucoup développés grâce à l'avènement également du e-commerce et du m-commerce qui a pris le relais. Pourquoi ? Parce que cela apportait de la commodité, de la praticité, de la rapidité, de la sécurité. La performance est accrue également sur mobile. C'était un gage également d'augmentation du taux de conversion, également parfois un gage de tiers de confiance. Et donc, tour à tour, on a pu voir se développer donc nombre de e-wallets dédiés au commerce électronique. Et puis, on a pu également, certains
fermé leur battant, faute de succès. Nous en connaissons quelques-uns en France, mais il y en a eu également à l'étranger. Par exemple, YouPay, qui avait été lancé par une coalition de banques espagnoles, eh bien, a terminé son activité l'année dernière, de même que Yapital, la filiale du géant du e-commerce allemand Otto, a arrêté son activité. Click and Buy, qui était dans le giron de Deutsche Telekom, de même que certains se reformatent, si l'on pense en particulier à Visa Checkout et Masterpass, dont on sait qu'ils ont lancé d'ailleurs une nouvelle offre qui s'appelle donc Secure Remote Commerce. Et puis nous avons d'autres acteurs, Amazon Pay, Paylib en France, Mercado Pago, dont on reparlera un peu plus loin, qui est le leader des wallets en Amérique du Sud. Mais on sait que pour durer, pour réussir, il faut agréger un certain nombre de facteurs clés de succès, et l'on est toujours en face du problème, du sempiternel problème de la poule et de l'œuf, à savoir trouver un réseau d'acceptation suffisamment large et bien sûr avoir un bassin d'utilisateurs qui aura envie de privilégier ce nouveau mode de paiement par rapport à d'autres modes de paiement. Et il est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'émerger de la cohue. Si l'on regarde du côté du paiement mobile, et là aussi on en a parlé beaucoup plus d'ailleurs qu'on en a fait fut un temps, puisque ça devait être chaque année l'année du mobile payment, mais ce n'était pas réellement avéré. Donc c'est un mélange de convoitises, de promesses, d'excès, mais des succès qui finissent effectivement par arriver, d'autant plus que ce joujou, bien sûr, ne nous quitte jamais et on fait de plus en plus de choses, même si on ne pense pas toujours à payer avec, et on le verra plus loin. D'ailleurs, pour en parler, on peut évoquer quelques géographies. On sait qu'on a des succès qui sont avérés, incontestables, en particulier en Chine, en Afrique, en Inde. A contrario, si l'on regarde les pays matures, et la France en fait partie, au même titre que d'autres pays européens ou les États-Unis, on sait que le chemin n'a pas été facile pour tous. On a eu bon nombre d'initiatives SIM-centriques qui ont fait long feu de la part beaucoup des opérateurs télécoms, de leurs partenaires bancaires. Il y a eu des initiatives également dans le retail qui n'ont pas eu le succès qu'on pouvait leur prédire, là aussi en France, au Japon ou aux États-Unis, avec une coalition MCX qui réellement n'a pas abouti. Donc il n'y a pas eu de raz-de-marée dans les pays matures. Il y a eu plutôt une cohabitation qui dure encore de plusieurs modèles, même s'il y a de ci, de là, il faut s'en féliciter, bien sûr, de belles réussites. On cite souvent dans le domaine du mobile ordering ou du fast retail Starbucks, qui réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce à son application. Mobile Pay, dont nous reparlerons plus avant au Danemark. Zelle, qui est une application P2P lancée par une coalition de banques américaines qui est devenue la première solution de P2P aux États-Unis, et puis bien sûr les XP qu'on ne peut loin s'en faut ignorer et qui ont réussi à se développer dans plusieurs dizaines de pays, et nous en sommes les témoins quotidiens lorsque nous utilisons tour à tour un iPhone, un Samsung ou un téléphone Android. Alors si l'on regarde effectivement les technologies auxquelles nous pouvons recourir, et les services de paiement, il y a bien sûr les trois grandes catégories auxquelles vous êtes habitués, à savoir payer en proximité, payer à distance ou effectuer un transfert d'argent ou demander d'ailleurs un remboursement ou le paiement d'une dette à une de ses connaissances. Et en matière de technologie, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais on a coutume effectivement de recenser ces trois technologies principales, des technologies en somme toute basiques, sauf mon respect bien sûr pour les opérateurs qui l'utilisent, mais qu'on retrouve principalement dans les pays émergents. On a le QR code ou le code barre qu'on retrouve tout à la fois dans les pays émergents et dans les pays matures. Et puis nous avons la technologie NSC à laquelle nous sommes également très familiers en Europe ou en France, qu'ont adopté notamment les XP, des opérateurs télécoms et d'autres acteurs dont on reparlera plus avant. Ce qui est important également lorsque l'on évoque le paiement digital, les wallets digitaux, puisqu'il y a une certaine convergence vers l'ère des wallets digitaux, il y a une pluralité de combinatoires et de contenus sur lesquels chaque acteur peut jouer, peut mixer pour bâtir une offre qui lui est propre.
Donc, j'évoquais à l'instant les aspects de technologie. Il y a aussi la vocation de l'acteur qui peut être soit privative ou à vocation plus universelle. Il y a la nature des sous-jacents de paiement qui peuvent être différents entre une carte, de la monnaie électronique, un virement. Les canaux que l'on veut adresser, que j'évoquais là également. Si c'est un acteur qui a une vocation nationale, régionale ou délibérément internationale, la parenté, bien sûr, de cet acteur peut lui donner une inflexion et des moyens et des ambitions différents selon les cas. Et au-delà du paiement sec, puisqu'il y a certains acteurs qui sont surtout là pour proposer un service de paiement, d'autres, à contrario, veulent enrichir l'offre de services avec des services qui vont de la fidélité au couponing, au cashback, au P2P, au retrait d'argent, aux offres de crédit, au transit pour passer le métro ou d'autres moyens de transport, quitte à se transformer pour les plus ambitieux en super app. Et là aussi, on en reparlera, on verra quelques exemples plus avant. C'est une façon de les catégoriser, ces différents acteurs qui ne jouent pas tous dans la même cour, pour les raisons qu'on évoquait précédemment, puisqu'ils n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes moyens, le même périmètre géographique, mais peu ou prou, me semble-t-il, les cases ne seront peut-être pas toutes exhaustives, mais on peut les loger tour à tour dans ces différentes catégories. Donc, les wallets qui sont nés surtout au temps du e-commerce, donc il y a 10 ou 20 ans pour les plus anciens, et bien sûr PayPal, Skrill et NetTeller qui sont les deux wallets du groupe anglo-canadien PaySafe, Yandex, le russe, qui compte 60 millions d'utilisateurs. Bon, les géants du web, effectivement, se sont largement invités dans la scène des paiements, et en particulier en matière de paiement mobile ou wallet. Les Chinois, bien sûr, caracolent en tête et on en reparlera. Côté banque, on retrouve soit des initiatives en solo, soit souvent et de plus en plus des coalitions, puisque l'union faisant la force, comme dit si bien l'adage, les banques, tour à tour dans tel ou tel pays, ont cru bon de s'allier pour avoir une force de frappe plus significative. On connaît Paylib en France, mais il y a également en Scandinavie, Swish en Suède, Bizum en Espagne, Zelle que j'évoquais aux États-Unis, Payconic au Benelux, Blick en Pologne, Twint en Suisse. Il y a bien sûr les startups dans tous les secteurs, et donc le paiement est un sous-jacent des fintechs en général, et donc les startups s'invitent largement, ainsi que d'autres acteurs. On parlera de Grab ou de Gojek, dont le métier premier, c'est les Uber du sud-est asiatique, et ils ont maintenant étoffé leur offre de services dans les paiements. Dans le domaine du parking, du transport, il y a des verticales singulières qui peuvent justifier la jeunesse de services. Les schemes, bien sûr, qui sont très proches des établissements bancaires pour les aider à lancer de nouvelles offres de services de paiement digital. Le retail, bien sûr, est également présent, et Fabrice Prévost nous donnera l'occasion de nous en convaincre à nouveau. Les XP que j'évoquais précédemment. Les opérateurs télécoms, en particulier dans les pays émergents, ont pris une place tout à fait de leader sur ce marché, alors que dans les pays matures, c'est beaucoup moins le cas. Et également, dans le domaine des titres prépayés au sens large, on sait qu'il y a une récurrence, une accoutumance assez propice à l'usage des paiements mobiles pour payer ses déjeuners ou d'autres services prépayés. Alors, quels sont les facteurs favorables au développement des wallets et du paiement digital? Bon, tout d'abord, il y a quand même une tendance de fond qui ne se tarit pas depuis donc des années, avec une ascension sans faille des volumes de transactions e-commerce, et ce, à l'échelle planétaire. Vous verrez donc à gauche les chiffres 2019 qui font état donc de 3 500 milliards de dollars de ventes online, qui représentent 16% des ventes retail, et les ventes de proximité croissent beaucoup moins que celles online. Et puis, on sait qu'il y a des rattrapages, des régions où la croissance est encore plus significative, de l'ordre de 30 à 40%, alors que dans nos contrées, en France ou en UK ou dans d'autres pays développés, c'est vrai que les croissances sont moins fortes qu'elles ne l'étaient par le passé. Et puis, il y a un booster
complémentaire à la bonne santé du e-commerce, c'est le m-commerce qui ne cesse là aussi de prendre une place significative dans la façon que nous avons de passer nos achats à distance, avec en moyenne au plan mondial plus de 30% donc par ces canaux. Vous lirez également quels sont les volumes de vente qui ne tarissent pas également en matière de smartphones et de tablettes à l'échelle planétaire, ce qui fait encore plus d'occasions pour les uns et les autres de recourir à ces instruments pour pouvoir faire nos achats. Donc ça, c'est une lame de fond qui existait et qui continue à se développer. Tout cela, bien sûr, est favorable au paiement digital. Et puis, bien sûr, la pandémie est arrivée depuis le début de l'année 2020 et on sait par différents aspects, par différents comportements, tous les impacts que cela a pu générer. Alors bien sûr, on ne peut pas oublier les mauvais côtés de cette pandémie, et puis pour certains peut-être de bons côtés, mais en tout cas, nos comportements d'achat ont été singulièrement impactés, et pour en témoigner, donc on a pris quelques éléments, donc un indice que Salesforce mesure tous les trimestres. On avait révélé effectivement en Q1 2020 l'index du premier trimestre, mais on a pu recueillir depuis lors le Q2 qui ne fait que confirmer que de plus en plus de personnes à l'échelle planétaire ont modifié leur modalité d'achat. Alors, sous contrainte lorsqu'on était en confinement ou par penchant naturel, on a vu également arriver de nouvelles générations d'acheteurs qui étaient jusqu'alors novices ou récalcitrants. Et puis, on a également pris goût à nouveaux modes, de nouveaux schémas d'achat et de livraison, notamment avec ce que les Américains appellent le BOPIS, le Buy Online and Picking Store, où on a vu là également des chiffres s'envoler sur ces schémas de livraison et de services de paiement. Un autre indicateur, c'est celui de Walmart, qui a donc publié ses chiffres au premier semestre 2020, et on voit la différence de croissance, sans étonnement aucun, entre le commerce physique et puis les ventes online qui littéralement continuent de très très bien se porter, voire d'exploser. Les impacts de la crise sanitaire, de la situation de confinement sur l'usage des paiements, et en particulier le paiement digital. Et pour s'en convaincre, il nous semble intéressant de regarder les chiffres de PayPal pour plusieurs raisons, parce que c'est un acteur planétaire dans plus de 200 pays, c'est un acteur historique dans le domaine des services de paiement. Et si l'on regarde les chiffres de l'année, donc des 12 mois 2019, on voit déjà des chiffres tout à fait intéressants et conséquents sur la capacité de PayPal d'engranger d'une part de nouveaux clients, donc qui sont avides de nouvelles façons de payer, et puis également qui font des transactions toujours en plus grand nombre. Et puis si l'on met donc en dessous les chiffres du premier trimestre et du deuxième trimestre de l'année 2020, on voit qu'il y a eu une accélération, alors qui a déjà démarré en Q1 2020, mais qui s'est confirmée complètement en Q2 2020, puisque si l'on cumule les chiffres de nouveaux clients de Q1 et de Q2, on arrive à plus de 40 millions, à savoir plus que ce que PayPal avait recruté en termes de nouveaux clients sur toute l'année 2019. Donc il y a eu de nouveaux arrivants et de nouveaux consommateurs avides d'utiliser ce mode de paiement, et ils le font de façon significative puisque les volumes de transactions, les valeurs de transactions, là aussi, augmentent fortement. Et d'ailleurs, ça ne fait que du bien au chiffre d'affaires de PayPal, là aussi, qui a une accélération significative lors du Q2 2019. On avait révélé lors de notre second opus la valorisation de PayPal, elle était autour de 180 milliards de dollars, alors que l'année précédente, à la même époque, elle était de 125 milliards de dollars. Eh bien, en vérifiant hier si mon chiffre est bon, PayPal vaut aujourd'hui 250 milliards de dollars. Donc, vous voyez que les analystes ne s'y trompent pas et voient dans le modèle et dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes des facteurs favorables au business pérenne de PayPal, lequel ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque
le paiement de proximité lui fait terriblement envie depuis des années et des années. Alors, il s'est déjà immiscé dans ce genre de paiement de proximité en émettant des cartes, d'une part, dans pas mal de pays, ou en s'invitant dans des parcours d'achat qui mixent off et online, en particulier pour payer ses achats ou ses commandes chez McDo. Et de surcroît, donc, il a lancé dans 28 pays dans la France, en mai dernier, en pleine pandémie, de façon sans doute très opportune, une solution QR code dont on ne sait pas encore quels en sont les effets, mais en tout cas, c'est une preuve additionnelle de la volonté de ces acteurs d'être le plus universel, le plus cross-canal possible et de faire en sorte que les gens qui sont attachés à un mode de paiement puissent l'utiliser, j'allais dire, urbi et orbi, mais en tout cas, dans le plus grand nombre d'occasions possibles. Un autre exemple qui montre l'impact favorable, entre guillemets, encore une fois, de la pandémie, de la situation de confinement sur le paiement digital, en tout cas sur l'accélération de l'usage du paiement digital. C'est une enquête qu'a menée PaySafe, donc qui a un nom assez prédestiné en la matière, qui est la maison mère donc, de Skrill et de NetTeller, les deux autres wallets e-commerce qui se portent plutôt bien, puisqu'ils ont à peu près 25 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays. Eh bien, ils ont fait un sondage dans plusieurs pays d'Europe et des États-Unis pour voir dans quelle mesure les gens, effectivement, ont ajusté leur mode de paiement. Eh bien, c'est le cas sans aucun doute. Il y a près de 20% d'acteurs qui ont déclaré avoir fait des achats online alors que jusqu'alors ils n'en faisaient pas. Il y a un surcroît d'intérêt sur l'usage des wallets avec une popularité qui est presque à l'égal des solutions cartes de crédit ou de débit, avec même un surcroît de popularité, si l'on en croit leur sondage en Italie et en Allemagne. Le fait qu'ils aient adopté, donc chemin faisant, de nouveaux modes de paiement et le paiement sans contact d'une façon générale, qu'il s'agisse de la carte ou du paiement mobile, devrait constituer une habitude résiliente au long cours, si l'on en croit à nouveau ce sondage qui est disponible d'ailleurs sur le site de PaySafe et que nous avions relayé également en partie sur notre puce de juin dernier. Au plan international, là aussi, ça ne fait aucun doute, et tour à tour, Visa, Mastercard ont mené plusieurs enquêtes, sondages, pour montrer tout l'engouement du sans contact en général, encore une fois qu'il s'agisse de la carte ou du paiement mobile, et l'attention, sans doute maintenant, qui a été accrue, la prise de conscience, le fait qu'il importait désormais pour les utilisateurs d'utiliser des capacités de paiement sans contact, quitte à ne plus faire de courses sur certains points de vente qui n'adopteraient pas ce type de check-out. Donc, c'est quand même très important. Et donc, les consommateurs donc, conscients de la situation, conscients des risques éventuels, désireux d'être dans un contexte de sécurité accru, eh bien, vont avoir de plus en plus recours à des modes de paiement de ce type. Si l'on fait maintenant un petit focus sur deux pays, l'Italie et l'Espagne, donc en Italie, en recourant à nouveau à une étude de Mastercard d'avril dernier, bien sûr, une des conséquences majeures de tout cela, c'est la baisse des espèces, et ça, c'est aussi universel et très, très transversal, mais là, on a des chiffres quand même qui le confirment abondamment. On a aussi un facteur assez favorable, c'est que s'il y a changement d'habitude, il y a une bonne probabilité pour que l'habitude perdure, et ça, c'est un point très important. Et en matière de sans contact, bon, il y a un ratio à peu près de 1 à 3, ou de 1 à 4, c'est selon, entre l'usage du téléphone en sans contact par rapport à la carte. Et on peut également dire que tout ce qui est montre et autres wearables ont un usage quand même plus limité par rapport au smartphone. Si l'on prend maintenant une étude que Samsung Pay a diligentée entre mai et juin dernier, leur étude démontre a priori qu'il y a eu une accélération dans l'enrôlement des usagers autour de Samsung Pay, puisque un tiers à juin dernier des enrôlés
ne l'ont fait que lors des 3 mois derniers. Donc on peut voir quand même qu'il y a une tendance très très forte. Il y a eu même un record, qui ne nous a pas dévoilé en termes de chiffres, mais en tout cas qui a été atteint le 6 juin dernier. Il y a eu une grosse utilisation en mai, et là aussi une propension à continuer à l'utiliser fréquemment au long cours. Et en termes de satisfecit, mais nous en sommes tous les témoins lorsque nous utilisons notre smartphone pour payer, l'expérience est généralement très, très agréable, et donc il y a un niveau de satisfecit très élevé, une propension à l'utiliser avec une certaine régularité. Un autre élément qui, bien sûr, a été favorable au sans contact, c'est toute la communication qui a été faite autour des gestes barrières, et notamment en Inde. Je ne sais pas si le slogan est exactement celui-ci, mais en tout cas, il est très simple à comprendre. Stay safe, pay safe. Donc, pour montrer effectivement l'importance d'utiliser des instruments sans contact, et sous forme de prière, si l'on en croit donc la publicité qui a été faite par un organisme indien sur la gauche, et en France, bien sûr, cartes bancaires comme d'autres, Visa et Mastercard, ont amplement communiqué sur l'adoption des gestes de paiement protecteurs, fussent-ils sur la carte ou sur le téléphone mobile. Et donc, du coup, tout cela a favorisé encore à nouveau l'accroissement des usages en termes de paiement digital et mobile. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes face à des situations somme toute contrastées selon les géographies, et nous allons passer en revue quelques-unes d'entre elles, bien sûr sans être exhaustif, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de se comparer à d'autres régions. Alors, on avait dit effectivement que dans les succès avérés, il y en a au moins 3 qui sont sans conteste aucun, la Chine, l'Inde et l'Afrique. Donc, nous avons mis quelques points de repère sur quelques données pour donner l'importance effectivement des entités, des régions et des contrées en question. Et c'est vrai que les chiffres, en particulier chinois, nous sommes habitués, ne cessent de nous donner le tournis, puisqu'il y a donc des centaines de millions, enfin cumulés plus d'1 milliard d'usagers de wallets en Chine, avec des volumétries là aussi qui sont sans commune mesure avec ce que nous avons coutume de voir ailleurs, avec des dizaines de milliers de milliards de dollars, ou de yuan, qui transitent chaque année au travers de ces wallets. La capacité à l'utiliser dans plus de 15 millions de points de vente, du boui-boui du coin, si vous me permettez l'expression, jusqu'à une grande enseigne. Et on sait que ces 2 acteurs principaux, que sont Alipay et WeChat Pay, qui sont pourchassés par d'autres, mais qui ont vraiment la portion congrue du business, puisque Alipay a plus de 50% du marché et WeChat Pay 90% du marché des wallets en Chine. Ces acteurs-là ne cessent d'accentuer leur déploiement à l'international, puisque ça leur permet d'accompagner les centaines de millions de touristes chinois qui viennent en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, ils ont tour à tour conclu de très nombreux accords avec des banques, avec des PSP, des acquéreurs, pour faire en sorte que le mode d'acceptation Alipay ou WeChat Pay puisse se retrouver chez Sephora au printemps ou à Carrefour, pour pouvoir satisfaire les touristes en question. Et donc, on a la naissance sous nos yeux d'un nouveau scheme. Je compare volontiers Alipay et WeChat Pay à des schemes de paiement, comme d'ailleurs UnionPay l'a fait en son temps, en partant de Chine et en s'internationalisant. Et ils ont des moyens très conséquents, financiers, technologiques et autres. Ils investissent beaucoup, ils rachètent des sociétés. On a vu, comme vous le savez, Tencent mettre 40 millions d'euros dans Lydia en France il y a peu, dans l'objectif de bâtir un système international, universel, où il y aura une acceptation la plus large possible de leur solution de paiement. Et on sait aussi que ces acteurs ne s'arrêtent pas au domaine du paiement, puisque ce sont des super apps dans leur pleine quintessence, en pouvant agréger des dizaines, des centaines de nouveaux services qui vont bien au-delà du paiement et qui s'immiscent dans le quotidien de tous les utilisateurs. Si l'on regarde l'Inde, qui est un pays, bien sûr, qui a un potentiel énorme du fait de sa population, du fait de sa bonne santé
économique. Il y a eu en plus de surcroît une forte volonté gouvernementale de faire une guerre contre le cash pour privilégier des modes de paiement digitaux. Et c'est vrai que le mobile payment connaît une explosion très très importante et on prédit même, pour certains analystes, un quintuplement des volumes d'ici 2025. Volume qui, à en croire donc un analyste que nous relayons ici, aurait dépassé le volume des transactions cartes. Donc, c'est quand même très, très significatif et important. Et on ne compte plus le nombre d'acteurs qui bataillent sur ce marché entre des acteurs locaux, des filiales de géants du web, en particulier alors je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est PhonePe qui est filiale du groupe Walmart, mais on retrouve bien sûr Amazon, Google, WhatsApp avec Facebook. Le leader local est une société donc, qui s'appelle Paytm, qui est valorisée 16 milliards de dollars, et sans surprise, un de ses actionnaires majoritaires n'est autre que Alipay. Et puis, si l'on prend l'Afrique, c'est vrai qu'il y a eu un gap entre rien, c'est-à-dire le cash ou pas grand-chose, et puis des solutions sur mobile. Et ce sont les opérateurs télécoms qui ont été les plus prompts à embrasser ce type de service depuis plus de 10 ans, le pionnier étant M-Pesa au Kenya, mais notre opérateur national, Orange, se débrouille très très bien sur ce marché. Il y compte à peu près 50 millions de clients dans une vingtaine de pays. Et donc, c'est en Afrique que l'on compte le plus grand nombre de comptes de mobile money. Si l'on fait un focus sur le Kenya pour avoir un aperçu quand même du poids du mobile payment dans l'économie kenyane, donc selon les chiffres de la Banque centrale, chaque mois transiterait 3 milliards d'euros de flux de paiement donc sur les comptes de mobile money qui sont à peu près au nombre de 60 millions. Et le PIB donc, du Kenya fait 80 milliards d'euros, tout ça bien sûr en convertissant la devise locale en euros, mais vous voyez 3 fois 12,36, donc on est à près de la moitié du PIB du Kenya qui transite donc sur les comptes de mobile payment. Et là, donc, prédominance des opérateurs télécoms, mais suivi par une cohorte là aussi d'acteurs, dont les banques qui, je dirais, plus tardivement que les opérateurs télécoms s'y sont mis également, et en particulier la Société Générale qui est très présente sur le marché africain dans, je crois, une vingtaine de pays, si ma mémoire est bonne. Et puis, dans une autre frange de l'Afrique, si l'on voit les pays du Maghreb, et en particulier le Maroc, avec un taux de bancarisation, bien sûr, qui est meilleur, un taux d'usage des cartes qui est plus élevé, et bien là, on a vu poindre d'autres typologies de services de paiement lancés par les telcos ou par les banques en particulier, basés sur le QR code. Et là, quasiment toutes les banques marocaines s'y sont mises en lançant une offre, dont la Société Générale qui est présente avec une offre qui s'appelle SOPé. Si l'on regarde maintenant nos régions, et en premier lieu donc l'Europe, on est dans une situation plus hétéroclite, parce qu'on a une pénétration moindre du paiement mobile et des wallets par rapport à d'autres modes de paiement auxquels nous sommes extrêmement attachés. Et en premier lieu, la carte qui ne cesse de bien se porter, puisque le nombre de cartes en circulation ne cesse d'augmenter, de même que les volumes et les valeurs de transactions. Et le coût de booster supplémentaire à l'usage de la carte, qu'on a tous également constaté depuis mai, en tout cas en France, c'est que dans plusieurs dizaines de pays de par le monde, les seuils ont été augmentés, voire doublés, pour permettre un usage plus conséquent de la carte lorsque nous faisons nos achats de proximité. Et donc, en termes d'estimation, on a aujourd'hui à peu près 80 milliards de transactions cartes par an. Alors, bien sûr, le paiement digital, le paiement mobile est bien présent en Europe, parce que nous en faisons des usages réguliers, en particulier lorsque nous achetons à distance. Les XP sont présents dans quasiment tous les pays européens. Il y a de surcroît donc, des acteurs locaux qui promeuvent également des solutions cross-canal digitales telles que Blick en Pologne, Twint en Suisse ou Paylib. Il y a des régions qui peuvent être plus ou moins dynamiques que d'autres, en particulier le UK et la Scandinavie. Et on sait qu'il y a des usages également qui peuvent
porté plus avant le recours au smartphone, que ce soit dans le P2P, le prépayé, l'open payment ou le transport par métro ou autre moyen de transport. Par exemple, le TfL, donc Transport for London, annonçait qu'environ 20% du contactless était à base de smartphone ou de wearable. Alors, il y a quand même des oasis, comme je le disais, en Europe, et en particulier en Scandinavie, où là, on a quand même une constatation, j'y arrive, assez intéressante, c'est que ce sont des gros utilisateurs de la carte, puisqu'ils font plusieurs centaines de transactions cartes par an, et je crois que le record est norvégien avec 475 par an, donc alors qu'en France, on en fait à peu près 200, pour vous donner un ordre de grandeur, mais ça ne les empêche pas d'avoir un recours aussi effréné au paiement mobile, basé d'ailleurs sur le virement. C'est intéressant également de le noter, alors que les XP majoritairement sont boostés à la carte, dans ces régions, c'est le virement qui prime, et donc on trouve tour à tour ces trois acteurs, MobilePay, Swish et Vipps. Alors MobilePay, c'est une filiale de la banque danoise Danske Bank, donc c'est un acteur, on va dire, solitaire entre guillemets, mais en tout cas qui est devenu la référence du paiement mobile dans son pays, puisqu'il ne cesse de croître au titre du nombre d'utilisateurs, puisque une bonne partie de la population a recours à ce mobile, mais surtout au titre des transactions qui se portent très bien, puisqu'ils ont été de l'ordre de 350 millions de transactions en 2019. Et de même, en Suède, cette fois-ci, nous avons affaire à une coalition de banques suédoises qui s'appelle Swish, qui a été créée donc il y a 7-8 ans désormais. 3/4 de la population l'utilise, avec des volumes très conséquents et dans des usages très transversaux, puisque de la même façon que pour MobilePay, on peut faire du C2C, du paiement en magasin, du paiement en distance, on peut même faire des cagnottes et autres services. Et Vipps, donc, qui est l'équivalent de Swish en Norvège, là aussi est devenu rapidement la solution phare dans ces pays. De surcroît, au-delà de ces solutions nationales, les XPay, bien sûr, sont présents, que ce soit Apple Pay, surtout, mais aussi Google Pay et Samsung. Et donc, les banques qui sont derrière ces initiatives collégiales ou en solo n'hésitent pas aussi à monter à bord donc, des solutions de tiers, et en particulier les XPay que je citais à l'instant. Si l'on regarde les États-Unis, on est dans une situation qui ressemble dans une certaine mesure à la situation européenne, à savoir que les Américains sont très attachés à leurs cartes de paiement et ils en ont des portefeuilles remplis, qu'il s'agisse de cartes de débit ou de cartes de crédit. On a un marché du e-commerce et du m-commerce qui se porte à ravir et qui a également subi une accélération du fait de la situation de confinement. Et là, nous avons glané les derniers chiffres à peine publiés donc, du département américain du commerce qui montre une accélération entre le premier trimestre et le second de l'ordre de 32%. Et désormais, les ventes e-commerce représentent 16% donc, des ventes de détail aux États-Unis. Donc la carte, environ 150 milliards de transactions par an. Alors il est vrai que ce qui distingue sans doute l'Europe des États-Unis, c'est qu'à date, il y a beaucoup moins de cartes sans contact aux États-Unis qu'en Europe, et donc les occasions d'utilisation sont moindres, même si dans un des sondages dont je me souviens, je ne sais plus si c'est celui de Visa et de Mastercard, qui évoquait le fait qu'une personne qui aurait justement plusieurs typologies de cartes dans sa poche aurait toujours la préférence d'utiliser celle qui dispose d'une fonction sans contact par rapport à une autre dans son même portefeuille. Selon eMarketer, il estime le nombre d'usagers mobiles de l'ordre de 60 millions. Alors, ceux qui font vraiment la pluie et le beau temps sur ce marché, ça reste quand même les XP qui ont recruté, je pense, tout ce qui compte comme établissement bancaire par milliers aux États-Unis, des banques géantes, JP Morgan, Bank of America, US Bank et autres, jusqu'au Credit Union local. Et là, il faut dire que Apple Pay surclasse, sauf mon respect bien sûr pour Google Pay et Samsung Pay, mais en surclasse et de très loin les autres XPay, pour s'en convaincre. Un chiffre que nous avons glané dans une étude publiée récemment par Discover, qui est gestionnaire d'un système scheme de débit très important aux États-Unis,
si je me rappelle bien des chiffres, en 2019, 1,3 milliard de transactions par carte de débit auraient été faites par téléphone mobile sur les 3 XP, et 85% de ces transactions, c'est pour Apple Pay. Donc, quand je vous parlais de surpondération, elle est quand même très significative. Alors, les jeux ne sont pas faits pour autant, et je pense que les autres acteurs feront leur maximum, bien sûr, pour donner envie à leurs aficionados d'utiliser leur solution de paiement, et ça sera sans doute le cas, mais toujours est-il que lorsqu'on est détenteur d'un iPhone, on a une propension supérieure à l'utiliser pour payer. Un autre élément important, c'est le P2P qui ne cesse là également de bien se porter. Les chiffres 2019 étaient tout aussi explosifs et ils continuent à l'être, portés par les 3 leaders du marché, donc Zelle, qui est une coalition de quasiment toutes les banques américaines, qui est devenue au nez et à la barbe de Venmo, qui était, il y a encore, je pense, 2 ans, le numéro 1 du P2P aux États-Unis. Eh bien, il est désormais en 2e position. Et le 3e, c'est une filiale de Square qui a une croissance là également très significative et qui s'octroie donc la 3e place. Et donc, sans surprise, là également, la situation de confinement et la situation de crise sanitaire a un impact très favorable sur le recours aux solutions sans contact, qu'ils soient carte ou téléphone mobile. Alors, justement, quelques indicateurs sur l'impact de la pandémie aux États-Unis sur le paiement mobile. On a 2 études relativement, une un peu plus récente que l'autre, puisqu'elle a été publiée en août, donc tout récemment, de la part de la fédération majeure du retail aux États-Unis, en coopération avec Forrester, et l'autre date de mai dernier, mais toujours est-il que il y a quand même un avant et un après, et ça on le constate dans toutes les géographies, et d'ailleurs on pourra en témoigner également sur le marché français tout à l'heure, mais en tout cas on a une avancée, puisque selon la première étude, l'usage des wallets a cru avant et après, et selon donc les chiffres de la NRF, le nombre de détaillants qui acceptent les cartes sans contact et le téléphone mobile, eh bien, il y a un accroissement par rapport à 2019. Il y a de plus en plus de paiements sans contact qui se font donc en magasin, et cette augmentation, selon les commerçants qui ont été en tout cas interviewés, est faite pour durer, puisque leur estimation, c'est que ça va continuer à minima dans les 18 prochains mois. Et pour certains commerçants, le poids du sans contact est quand même très significatif, puisque pour 20% d'entre eux, ça représente plus de 50% des transactions, et quant aux consommateurs, donc à peu près 1 sur 5 déclare avoir fait un paiement digital, alors sans contact carte ou sans contact mobile, dans un magasin pour la première fois en mai dernier. Donc ce sont quand même des phénomènes qui sont extrêmement impactants et qui semblent également, là aussi, promis à durer dans les mois à venir, voire dans les années à venir, sans aucun doute. Une région intéressante sur laquelle on n'a pas toujours loisir de discourir, c'est l'Amérique latine, qui est une espèce d'entre-deux, puisqu'ils sont, c'est pas réellement, ils n'ont pas tous les ingrédients du pays émergent, mais ils n'ont pas toujours les ingrédients ou tous les ingrédients des pays plus développés comme les pays européens ou les États-Unis. Il y a encore un taux de bancarisation qui peut s'améliorer, une détention des cartes également, un marché du e-commerce qui est en forte progression et qui est promis à continuer de la sorte dans les années à venir. En Amérique latine, les XP, déjà pour commencer, sont peu présents. Ils sont surtout présents, d'ailleurs pour Google et Apple, uniquement au Brésil. Seul Samsung est également présent à Porto Rico et au Mexique. Et donc, du coup, on a surtout affaire à des acteurs locaux. Et l'un d'entre eux, si ce n'est un des leaders, c'est Mercado Pago, qui est la filiale de Mercado Libre, qui est une espèce de eBay ou de Amazon sud-américain, mais qui est très, très présent en Amérique du Sud, dans une dizaine, me semble-t-il, de pays, avec des chiffres là également qui sont extrêmement importants, tant au niveau du chiffre d'affaires réalisé que de la valorisation de la société Mercado Libre, qui est cotée en bourse, d'ailleurs dans laquelle PayPal
a misé 750 millions de dollars il y a peu. Et d'ailleurs, il y a un accord croisé entre Mercado Libre et PayPal pour permettre également l'usage du wallet PayPal sur les marketplaces de Mercado Libre. En termes d'usage de la carte, bon, c'est surtout au Brésil, effectivement, qu'on a des volumes très conséquents. Et en termes d'acteurs, eh bien, on a surtout effectivement des startups et des filiales d'établissements bancaires, ainsi que des acteurs du retail. Alors, la première fois que vous lisez Magazine Louisa, ça vous ferait penser au groupe Lagardère. Eh bien non, hein, c'est bien des magasins qui portent le nom Louisa, et donc c'est un groupe de retail brésilien. C'est un peu la même chose en Argentine, avec une dizaine d'acteurs, dont le leader Mercado Pago que j'évoquais à l'instant, avec des services qui souvent sont assez cross-canal, à savoir achat online, achat en magasin. Et quand on parle achat en magasin, la techno vraiment de référence qui s'impose, c'est le QR code, auquel s'ajoute le P2P et des services complémentaires qui peuvent être importants dans tel ou tel pays. Et un phénomène assez similaire en Colombie, avec une douzaine d'acteurs issus de divers horizons. Et on a un acteur également qui se singularise, qui s'appelle Rappi, qui est une société de livraison un peu en tout genre, type Uber Eats, Deliveroo ou autre. Je lisais dans un article qu'ils peuvent s'occuper de plein de choses, même d'aller promener votre chien si vous le souhaitez. Donc, ils se diversifient beaucoup au-delà des services de livraison, mais toujours est-il qu'un peu à l'instar des super apps qu'on évoquait précédemment, eh bien, ils veulent agréger des services de paiement au-delà des services traditionnels sur lesquels ils ont une position dominante, puisqu'ils ont une valorisation également qui a beaucoup cru ces derniers temps. Pour revenir un instant quand même sur l'Argentine, j'avais oublié quand même qu'une coalition bancaire est en train de se former. Ils étaient 4 au démarrage, mais ils pourraient être 20 à l'arrivée, donc 20 banques, pour développer une solution qui s'appellerait DIMO, comme dinero mobile, l'argent mobile, et tout ça pour contrarier eh bien, les autres wallets qui sont en vogue sur le marché argentin, et en particulier Mercado Pago. Donc voilà, il y a quelques positions fortes de ci, de là, mais il n'y a pas eu encore d'acteurs qui auraient raflé complètement la mise. Le marché est encore assez ouvert, et il serait intéressant de voir comment ces différents acteurs réussissent à durer dans le temps, puisque l'on sait que c'est un élément important à prendre en compte dans l'écrémage ou dans la résistance des acteurs sur ce marché. Alors, si l'on fait un focus quand même sur la France, alors le marché vous est familier, donc on va sans doute enfoncer quelques portes d'ores et déjà ouvertes, mais si l'on en croit donc les chiffres de la FEVAD, que je remercie à nouveau par l'occasion, on a un marché du e-commerce qui est toujours en croissance, alors certes avec des taux qui s'affaiblissent au fil des ans, mais c'est tout à fait normal du fait de la maturité accrue du marché. Bon, le premier trimestre 2019, malgré tout, n'a pas été bon, puisque la situation de confinement a quand même pénalisé beaucoup d'acteurs, plus qu'il n'en aurait encouragé d'autres. Et d'ailleurs, le mois d'avril a été effectivement particulièrement mauvais. Mais on peut regarder également un acteur qui est quand même assez emblématique du marché du e-commerce en France, avec Cdiscount, qui a publié ses chiffres Q2 de 2019, avec là, pour le coup, une accélération très significative, que ce soit en termes de trafic, de nombre de commandes et de valeur de vente. Donc, c'est bien la preuve, là aussi, que la propension que nous avons, nous Français, à utiliser, à privilégier les canaux d'achat à distance, e-commerce, eh bien cette propension, là également, est faite pour durer. Bien sûr, on n'achètera pas beaucoup de billets d'avion ou de réservations d'hôtels, malheureusement, mais en tout cas sur d'autres biens, cette propension à privilégier l'online par rapport au offline est également faite pour s'installer. En France, moi mon leitmotiv, c'est une cohabitation durable. Le paiement mobile n'a pas explosé en France. Il y a un attachement extrêmement fort à la carte. Et encore une fois, le paiement sans contact à 50 € depuis mai dernier ne fera que encourager également l'usage de la carte pour plus
de transactions. Le chèque fait de la résistance. Les espèces, même si elles ont fortement diminué, n'ont pas disparu. Mais c'est vrai que depuis 4-5 ans, depuis l'arrivée des XP, depuis l'éclosion de Paylib et d'autres acteurs comme LifePay également, eh bien, nous avons beaucoup plus d'occasions d'utiliser le paiement mobile, et donc on retrouve là également dans les catégories principales que nous évoquions précédemment des acteurs nationaux, des acteurs internationaux qui se sont installés, qui s'installent, qui se développent avec des rythmes éventuellement différents dans le paysage du paiement digital et du paiement mobile. Chacun, bien sûr, avec ses atouts, ses ambitions, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, qu'il privilégie une vocation plutôt privative, au niveau, par exemple, d'un réseau de distribution, ou plutôt à vocation universelle, à l'instar, bien sûr, des XP, mais également de Paylib ou de LifePay. Et puis, la bonne santé, bien sûr, du e-commerce et de m-commerce ne pourra que favoriser le développement aussi de PayPal et de ses compères sur le marché français, PayPal ayant annoncé 10 millions de comptes actifs sur le marché français. Pour terminer sur la France, vous l'avez peut-être déjà vu, mais en tout cas, on a trouvé ce sondage réalisé par Opinionway et Orange Bank très intéressant, puisqu'il nous donne des informations assez fraîches sur certains usages d'une façon générale de la banque, des services bancaires, mais également du paiement. Et donc là aussi, on a vu une croissance assez intéressante du paiement sans contact carte, donc qui est plus élevé, et c'est normal, que son compère du paiement sans contact avec son smartphone. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une propension, une frange d'utilisateurs qui devient significative pour le paiement sans contact, on n'en doutait pas, mais également pour le paiement mobile. Et élément qualitatif intéressant, c'est que les tranches d'utilisateurs sont vraiment très transversales. On ne trouvera pas uniquement d'un côté les personnes plus âgées ou les jeunes, même s'il peut y avoir des rythmes différents, mais vraiment il y a une irrigation sur toutes les franges de la population, et ça c'est un élément extrêmement important. Et en ce qui concerne le paiement mobile sans contact, selon Orange Bank, en tout cas, il y a une augmentation du panier moyen assez significative de l'ordre de 64% versus le mois de janvier 2020. Donc ce sont quand même des indicateurs assez révélateurs, puisque cette étude a été faite donc sur toute typologie d'usagers et pas seulement les clients d'Orange Bank. En revanche, si l'on regarde les clients d'Orange Bank, et Orange Bank donc a trituré un certain nombre de chiffres et d'indicateurs qui sont intéressants, puisqu'ils mesurent effectivement les usages que nous avons eus du paiement carte, du paiement mobile et des retraits dans les 3 situations que nous avons tous vécues, avant le confinement, pendant le confinement et à l'issue du confinement. Et là, c'est intéressant de voir que le paiement mobile surperforme par rapport au paiement carte, puisque lors du déconfinement, les occasions et le nombre, les volumes de paiement mobile ont été plus élevés que dans les phases précédentes, contrairement au paiement par carte et bien sûr aux retraits qui avaient fortement chuté. Donc on est dans un marché où les rythmes sont différents par rapport aux pays les plus matures qu'on avait évoqués précédemment, que ce soit la Chine, l'Inde ou l'Afrique. Bien sûr, le paiement mobile et les wallets ne pourront que mieux se porter dans les années à venir. La pandémie a été un des accélérateurs, mais pas seulement. Et donc, on aura l'occasion, dans l'année qui a démarré, eh bien, de suivre ces éléments et d'en faire état lorsque nous publierons, je l'espère, notre 3e opus, c'est le 3e, celui-ci, en mai ou juin de l'année prochaine. J'en ai, je crois, fini pour ma partie. Je vous remercie à nouveau de votre attention. Je ne sais pas si on a la possibilité de prendre quelques questions qui seraient survenues chemin faisant. Je regarde ma collègue Zineb qui peut-être m'amène quelques questions.
Alors, une question qui a été posée par Tatiana Ramarosson de Honnay. Existe-t-il des chiffres de l'utilisation du QR code par PayPal? Non, malheureusement pas encore. Je pense que c'est trop chaud pour que PayPal ne se décide à divulguer des chiffres. D'ailleurs, les chiffres, vous savez, ils sont souvent très confidentiels. Je pense qu'il y a des piles de NDA qui ont été signées par les uns et par les autres pour empêcher qu'ils ne soient divulgués. Donc c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de recoupements avec des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs, mais bon, en ce qui concerne le QR code de PayPal, je pense que c'est vraiment trop prématuré. D'une part, pour s'enthousiasmer, est-ce que ça va être un succès? Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ce que je voulais révéler par l'occasion, c'est surtout l'ambition, voilà, de PayPal qui s'est très, très, très bien installé. D'ailleurs, j'allais dire au nez à la barbe des banquiers, puisque PayPal a réussi quand même le tour de force d'encapsuler les modes de paiement d'autrui, d'avoir un business model largement premium, en faisant payer richement les transactions faites par son wallet. Et d'ailleurs, quand je parle d'encapsulation, je passe d'ailleurs un peu au slide suivant, puisque j'en ai pas tout à fait fini. Et donc, ça me fait penser effectivement à quelque chose qui sont les enjeux et les perspectives. Donc, justement, j'évoquais les banques. C'est vrai qu'elles peuvent être tour à tour enclines à se mettre derrière un scheme, à se mettre en collaboration avec d'autres établissements bancaires. Et on l'a vu encore une fois dans pas mal de pays. Donc, des coalitions bancaires, il y en a pas mal en Europe, et vous les avez en haut à gauche, de même qu'un certain nombre de schemes donc, développent des solutions, et leurs premiers partenaires ne sont autres que les banques et les émetteurs. Un autre point très intéressant, c'est qu'il y a eu un impact quand même important avec l'avènement de Google Pay et de Samsung Pay sur la persistance des solutions HCE Android que les banques ont lancées il y a quelques années avec des bonheurs et des résistances plus ou moins fortes, puisque stop ou encore, c'est un peu ce que l'on peut penser lorsque l'on voit la liste des établissements bancaires en Europe ou ailleurs, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, qui ont cessé de promouvoir leurs solutions HCE Android, alors que d'autres continuent à le faire. Alors, pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne sont pas convaincus sur l'intérêt de monter à bord de Samsung Pay ou de Google Pay, ou parce que Google Pay n'est pas présent dans les régions en question. Et donc, il sera intéressant, là aussi, de suivre au fil des semaines et des mois s'il y aura un changement de stratégie, un changement d'attitude de tel ou tel acteur bancaire vis-à-vis d'une solution propriétaire. Et puis, bien sûr, on ne peut ne pas évoquer l'initiative European Payment Initiative, donc en devenir, qui a été annoncée donc, il y a quelques semaines de la part de 16 banques dans 5 pays dont vous voyez la liste ci-avant, et qui nous promet donc de mettre sur pied un scheme européen, en tout cas à la main de quelques banques européennes ou de plusieurs banques européennes, ou pourquoi pas de toutes les banques européennes, nous le verrons, scheme qui permettra de se décliner en paiement carte, mais bien sûr en paiement digital et en P2P. D'autres interrogations, bien sûr, sont importantes lorsque l'on parle du paiement digital, puisque on a vu les incursions notables d'acteurs non bancaires sur ce marché, aux côtés de multiples startups. Donc, les bastions des banques sont égratignés, voire fortement impactés selon les cas. Ils n'ont pas pris le leadership du marché, malgré quelques initiatives quand même tout à fait salutaires et performantes. On l'a vu en Scandinavie, on l'a vu encore au travers des coalitions bancaires que j'évoquais précédemment, mais toujours est-il que il y a toujours un risque, parfois, dans le choix que l'on peut faire de ces alliances, de ces partenariats avec des goûts qui pourraient devenir amers au fil du temps. J'évoquais PayPal qui a encapsulé les moyens de paiement d'autrui, les cartes. Ce n'est autre que ce que font les XPay tour à tour qui encapsulent les moyens de paiement d'autrui, Apple Pay se payant même le luxe de grappiller quelque argent sur toutes les transactions qui transitent par son wallet. On pourra aussi discourir sur la justification de la posture de Apple Pay quant à la fermeture de son système NFC, contrairement
à Google. Mais en tout cas, il y a vraiment un enjeu stratégique. Alors certains diront même de suprématie nationale ou européenne. Et donc un clin d'œil de nouveau à l'initiative européenne des pays. Et donc le futur de l'Europe du paiement digital est effectivement peut-être questionné. Est-ce qu'il sera à notre main? Est-ce qu'il sera bigarré? Est-ce qu'il sera à la main d'autres acteurs? Voilà, ce sont des questions effectivement très, très importantes. Il faudra bien sûr laisser passer quelques années avant d'avoir des conclusions opportunes, appropriées, mais toujours est-il que les choix d'aujourd'hui sont d'autant plus prégnants. On ne pourra pas demain dire « Ah, je ne savais pas, je ne savais plus », c'est faux. Les situations, je pense, des uns et des autres sont relativement établies et donc il importe pour tous les acteurs qui se hasardent ou qui veulent se lancer sur le marché du paiement digital de prendre des décisions et des décisions fortes, cohérentes, déterminées, avec des moyens conséquents si l'on veut durer. On me montre d'autres questions qui seraient arrivées. Y a-t-il des données de la part de Emmanuel Nogues sur l'utilisation du paiement mobile en France selon le type de bien acheté ou selon le montant de l'achat? Écoutez, je ne crois pas qu'on en ait trouvé. En tout cas, on n'a pas cru bon si on les avait de les mettre. Mais si nous en avions a posteriori et après réflexion, on sera ravis de vous en faire part. Une autre question de Édouard Tréfouel. Quelle différence faites-vous entre paiement mobile et paiement carte? Bon, quand on parlait de contactless, souvent, si ce n'était pas précisé, c'était de mettre dans contactless à la fois le paiement carte sans contact et le paiement mobile sans contact. Donc, tour à tour, dans les données que nous avons communiquées, les sondages ou autres chiffres, soit nous précisons quand il s'agit réellement de paiement mobile sans contact, ou à contrario, de paiement contactless qui embrasse le paiement carte sans contact et le paiement mobile, puisque ces détenteurs de solutions ne divulguent pas toujours à notre grande dame, d'ailleurs, la différence entre le paiement mobile sans contact et le paiement carte sans contact. Comme le temps coule également et que je ne voudrais pas être trop en retard, et je veux surtout également laisser la parole à Fabrice. Donc, en termes d'interrogation de risque, nous avons également un questionnement en toile de fond, en filigrane, autour des super apps ou ce que l'on peut appeler les super monnaies ou e-currencies. Là également, l'Europe brille par son absence, puisque ce sont surtout les Asiatiques qui ont développé à réussir à une échelle fantasmagorique des super apps qui ne cessent de se développer pour vraiment, encore une fois, s'immiscer dans le quotidien de centaines de millions d'utilisateurs pour faire en sorte que ce soit la porte d'entrée principale pour bon nombre d'interactions. Et donc, qui est le détenteur de la porte d'entrée? Vous pouvez imaginer l'avantage extrême qu'il a par rapport à d'autres acteurs, et il a une capacité à monétiser, à optimiser ces modèles qui sont extraordinaires. Et d'ailleurs, j'évoquais des valorisations supersoniques. Bon, celles des GAFA, vous les avez peut-être suivies dans la presse. Apple Pay, 2200 milliards. Amazon, je crois, 1300 milliards. Eh bien, Alibaba, donc la maison mère de Alipay, a augmenté sa valorisation entre mai et aujourd'hui, puisqu'ils sont passés à, si mes chiffres sont bons, j'avais pris quelques anti-sèches, autour de 800 milliards aujourd'hui contre 556 milliards il y a quelques mois. Tencent, 670 milliards par rapport à 519 milliards. Donc, vous voyez qu'ils engrangent des revenus et surtout une rentabilité qui est extrême grâce à ces solutions. Pas que avec ça, bien sûr, ils ont d'autres business connexes autrement importants. Tencent dans le gaming, dans l'entertainment et dans la vidéo, et Alibaba, bien sûr, dans le e-commerce. Mais en tout cas, c'est une de leurs poules aux œufs d'or, le domaine du paiement digital. Et d'ailleurs, Facebook n'a qu'une envie, qu'une ambition, me semble-t-il, c'est de devenir une super app à l'instar de ses concurrents chinois. Il a beaucoup de mal d'ailleurs à y parvenir. Et ça me permet de faire le lien avec effectivement ce danger potentiel ou cet aspect en filigrane extrêmement important autour des digital currencies, dans laquelle
dans lesquels effectivement Facebook a fait une incursion l'année dernière. Alors pour l'instant, pour faire pas grand-chose, puisque depuis un an, à part se mettre à dos les régulateurs et d'autres banques centrales, ils n'ont pas réussi à vraiment avancer. Il ne faut pas d'ailleurs les blâmer, parce que qui ne tente rien n'a rien, donc il ne faut pas se méprendre dans mon jugement. Et je pense que Facebook a encore extrêmement de moyens pour pouvoir se planter, mais surtout également pour pouvoir réussir un jour ou l'autre sur ce modèle ou d'autres, car ils seront également prompts à en changer et à saisir toutes les opportunités. D'ailleurs, avec WhatsApp, ils ont en Inde un potentiel de 400 millions d'utilisateurs et ils vont le saisir pour développer des solutions de paiement digital, de même au Brésil ou en Indonésie, dans le pays, par exemple, où ils ont pris une participation avec des acteurs locaux. Merci à nouveau de votre attention pour ma partie. On essaiera de prendre d'autres questions au chemin faisant, donc n'hésitez pas de les poser. Vous aurez ou vous avez déjà eu mon email le cas échéant, donc n'hésitez pas à poser des questions directes et si nous avons les réponses, nous serons ravis de vous les transmettre. Donc je laisse la parole sans tarder pour rester dans les temps. Il nous reste 22 minutes. Fabrice Prévost, merci Fabrice de ta participation, merci de ta patience et merci surtout de tes lumières pour nous faire part de ce témoignage sans nul doute très, très intéressant. Merci à nouveau. Merci Angelo. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Fabrice Prévost de MarketPay, la FinTech du groupe Carrefour. Alors, je pense que vous avez remarqué que désormais, chez un commerçant, il y a plein de gens qui sont confrontés en fait à des sujets qui touchent au paiement. Eh bien, chez MarketPay, notre terrain de jeu, c'est les paiements et c'est de rendre finalement tout ça cohérent, plus simple et moins cher pour le commerce. Alors, en tant qu'établissement de paiement, on opère déjà pour Carrefour des volumes de paiement conséquents. On gère les 45 000 terminaux de paiement qui sont déployés et puis on traite des flux conséquents de plus de 30 milliards d'euros par an. Donc ça, finalement, c'est pas nouveau. La vraie nouveauté, c'est que désormais, on le fait aussi pour d'autres grandes enseignes et on a une singularité chez MarketPay qui est que nous sommes nés du commerce et donc on ne vient pas de l'industrie ni de la banque et du coup on a gardé une proximité très forte avec les réalités du commerce. Et alors justement ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelques exemples de paiement digital qui sont des exemples que l'on a travaillé avec le commerce et donc avec Carrefour. Alors, le premier exemple que je voudrais vous partager, c'est celui qui tourne autour du paiement combiné avec la fidélité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer et cagnotter sa fidélité en même temps, dans un seul geste. Alors, ce n'est pas un sujet qui est véritablement nouveau, hein. On l'avait déjà mis en œuvre il y a pas mal d'années avec la carte de paiement Carrefour dans laquelle on avait intégré la fidélité. Ce qui fait que quand on paye avec la carte Carrefour, on fidélise en même temps. Non, ce qui a été le deuxième chapitre de cette histoire, ça a été de mettre cela dans une application mobile qu'on met sur le smartphone, donc, et qui est Carrefour Pay. Et donc, dans cette application dans laquelle on met sa carte de paiement et puis sa carte de fidélité de l'enseigne, eh bien, ça permet, dans un seul geste, de payer et de cagnotter. Alors, on l'a déployé en deux versions. On en a fait une version QR code qu'on a déployée en Espagne et puis une version NFC que nous utilisons en France. Alors, bon, ça date déjà de 2019. C'était le deuxième chapitre de cette histoire. Et puis le dernier chapitre en date, c'est en juillet dernier, donc c'est tout nouveau. Carrefour est devenu le premier distributeur européen à combiner son programme de fidélité avec Apple Pay. Alors, c'est une grosse innovation technologique que l'on a pilotée et déployée au sein des magasins Carrefour. Et désormais, il suffit en fait d'approcher son iPhone ou son Apple Watch du terminal de paiement. Et en faisant ça, en fait, on va venir réveiller la carte de fidélité Carrefour et qui va apparaître automatiquement et qui va permettre de cagnotter et de payer dans un seul geste. Et du coup, ça devient inutile de devoir scanner un code barre, lancer une application ou alors se souvenir d'un code secret
pour pouvoir utiliser ces cartes de fidélité. Donc, comme je le disais, c'est une première européenne et on est très fiers chez MarketPay d'avoir contribué finalement à transformer le passage en caisse pour les clients de Carrefour et leur offrir ainsi une expérience d'achat qui est pratique, qui est enrichie et puis sécurisée et sans contact. Et à l'heure actuelle, privilégier les modes de paiement sans contact est quand même un atout. Et on a la conviction forte que ce type de parcours d'achat contribue à la transformation indispensable du commerce en magasin. Voilà. Donc ça, c'était un premier exemple de paiement digital sur lequel nous avons travaillé. Il y en a un deuxième que je voulais vous partager, c'est le service de paiement mobile pour les stations-service. Donc on est dans le domaine du carburant. Alors c'est un service qui vise à fluidifier le paiement en station-service directement depuis son smartphone. Et donc, vous allez le voir, je vais vous le décrire, mais on n'a pas besoin de sortir sa carte de paiement pour pouvoir en bénéficier. Alors, le principe est le suivant. En fait, le client qui dispose de l'application mobile Carrefour, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui permet de payer en magasin Carrefour. Donc, le client qui dispose de cette application va se présenter dans la station-service Carrefour et il va prendre son smartphone, il va juste indiquer la pompe sur laquelle il va se servir et il n'a pas besoin de sélectionner son carburant parce que c'est présélectionné, l'application a appris qu'on prenait toujours, je ne sais pas, du samplon 95. Et ensuite, il a juste à sortir du véhicule. Là, la pompe va lui mettre un petit message personnalisé, donc c'est bonjour Fabrice, voilà, donc c'est toujours sympathique. Le client se sert, repose le pistolet, rentre dans son véhicule et repart. Et le ticket arrive dématérialisé directement sur la pompe. Donc, pour avoir essayé le service en live, c'est live en Espagne, je peux vous assurer que l'expérience elle est véritablement inoubliable. Et avec un tel service et un tel parcours d'achat et un tel parcours de paiement, on n'a plus besoin de rechercher sa carte. On s'évite le long process d'aller sur la pompe, sélectionner le carburant, rentrer son code, puis après attendre le ticket, et puis après être déçu parce qu'il n'y a plus de papier dans la borne, donc on n'a pas le ticket. Après, il faut tout ranger et repartir. Donc, là, le parcours est véritablement fluide et ça permet vraiment d'apporter à la fois de la fluidité pour le commerçant et une expérience client qui est un peu inoubliable. Alors ça, créer une telle expérience d'achat, une telle expérience de paiement, c'est rendu possible parce qu'on contrôle à la fois le point d'acceptation, on voit le terminal, mais aussi ce qu'il y a dans la poche du client, c'est-à-dire son moyen de paiement. Et c'est en maîtrisant les deux qu'on peut donc, du coup, déployer de telles expériences. Alors un troisième exemple sur lequel nous avons travaillé, c'est le lâcher de chariot. Alors, le lâcher de chariot, son principe, en fait, tout est dit dans le nom, finalement, du service, le lâcher de chariot. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va faire ses courses, on remplit son caddie, et on arrive à une caisse spéciale. Et à cette caisse spéciale, on va s'identifier, on laisse son chariot, et on s'en va. Et ce qui va se passer derrière, c'est que le personnel de caisse va se charger de scanner les produits, déclencher un paiement à distance et assurer la livraison. Alors, la petite subtilité dans ce cas d'usage, c'est qu'il faut savoir à la fois réutiliser le moyen de paiement qui est stocké dans l'application de l'enseigne, et puis il faut savoir aussi déclencher un paiement à distance initié par le commerçant sans avoir d'authentification forte.
Et ça, c'est une disposition et une exemption de la réglementation qu'on a su justement exploiter. Alors, là encore, l'expérience client, elle est tout simplement, enfin, j'allais dire magique, mais elle est vraiment agréable parce que ça permet de faire ses courses entre midi et 2, par exemple, et puis ne pas avoir à s'occuper de les ramener à la maison. Et pour le commerçant, il y a un avantage auquel on ne pense pas forcément, c'est que ça lui permet d'éviter de confier l'encaissement à un livreur qui potentiellement n'est pas son employé. Donc là, le commerçant conserve la maîtrise de l'encaissement parce qu'il le fait lui en magasin. Voilà, donc ça c'est un point aussi important dans une expérience d'achat, dans une expérience de paiement. Il faut à la fois penser bien sûr au bénéfice pour le client, mais aussi le bénéfice pour le commerçant. Et puis, un dernier exemple que je voulais vous présenter et que je crois être plein d'avenir, c'est le paiement par compte bancaire. Alors, on sait, on le voit bien quand on est commerçant, que pour certaines ventes en ligne, le paiement par carte n'est malheureusement pas adapté. Par exemple, quand on vend des cuisines, sur Internet, on atteint très vite le plafond de la carte du client. Et donc, du coup, la transaction va être déclinée. Il y a également un autre type d'activité pour lequel la carte n'est pas forcément adaptée. C'est pour les activités professionnelles, le B2B. Où là, on a des clients professionnels qui vont payer avec une carte commerciale. Et donc, le commerçant va devoir supporter un interchange élevé, vous connaissez, à 0,90%. Et ça, c'est pas forcément adapté pour le commerçant lui-même. Du coup, avec l'open banking et puis avec notre statut de PISP, on a mis en place ce qu'on appelle le paiement par compte bancaire. Alors, en pratique, comment ça fonctionne ? Au moment du check-out, le client va choisir sa banque dans un menu déroulant, ce qui va ouvrir une page qui est la page de login de sa banque et sur lequel il va juste avoir à valider le paiement de l'achat qu'il est en train de réaliser. Et derrière, ça valide le paiement et l'achat est terminé. Donc c'est un parcours qui est rapide, qui est fluide, qui est sans rupture et qui permet une réconciliation simple pour le commerçant. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup parce que ça vient répondre à des manques ou à des difficultés de la carte de paiement sur les achats en e-commerce. Et on est en train de travailler également sur une déclinaison pour les achats en magasin physique avec un relais par paiement par lien. Mais bon, ça, c'est une autre histoire et je pense qu'on sera un peu pris par le temps, donc je parlerai volontiers, mais une autre fois. Donc voilà, en fait, pour terminer, quelques exemples de parcours client avec du paiement digital sur lesquels on a travaillé. Et l'histoire montre que pour réaliser tous ces nouveaux parcours d'achat et de pouvoir les déboucler correctement avec un paiement digital, il faut s'appuyer avant tout sur une solution technologique qui soit capable de le faire et qui soit agile. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut pouvoir aussi s'appuyer sur un niveau d'expertise important, très important sur ces sujets de paiement. Et ma conviction forte sur ce sujet, c'est qu'un commerçant, il est là pour faire du commerce. Il n'est pas là pour faire de la direction de programmes monétiques. Et c'est ce même constat finalement qui a poussé le groupe Carrefour à arrêter d'essayer de s'en sortir tout seul et à donc confier à MarketPay la gestion de tout ce qui touche au paiement chez eux. Et ce qu'ils vont retenir en tant que commerçant, c'est plusieurs choses. C'est d'abord de la profitabilité parce que ça leur coûte moins cher du coup. C'est de la simplicité parce qu'ils ne se retrouvent qu'avec un seul prestataire, un seul fournisseur pour tout ce qui touche au paiement. Et ça leur permet de décliner de nouvelles expériences clients. Et là, je vous renvoie donc aux différents exemples que je vous ai montrés. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là et j'espère que ces quelques exemples concrets du commerce vous auront éclairé. Et l'important aussi, c'est de se souvenir que c'est le commerce qui imagine les nouveaux parcours d'achat.
mais c'est son prestataire qui doit les rendre techniquement possibles. Merci beaucoup Fabrice pour cette présentation. J'ai noté quelques questions qui te concernent en particulier. Elles ont trait au paiement de carburant en station-service. Alors, une remarque de la part de Sonia Lecor qui indique que l'usage du téléphone est interdit en station-service. Oui. Deuxièmement, une question de Maurice Blanchard de la société AVEM que je salue. À quand un tel service serait-il disponible en France chez Carrefour? Et une troisième question de Yann Serquin qui souhaite savoir si le paiement donc à la pompe, c'est du paiement de proximité ou du paiement VAD. Très bonne question. Alors, à la première question, l'interdiction d'utiliser son portable en station, en fait, justement, le téléphone reste dans la voiture. Et c'est ça qui est… alors, je ne sais pas si on le voit dans l'illustration que j'en avais faite, mais c'est en arrivant à la station qu'on est encore dans son véhicule, on choisit sa pompe, et puis après, on laisse son téléphone dans la voiture. Donc, on n'utilise pas le téléphone en dehors du véhicule et à proximité de la pompe. La deuxième question qui était à quand un service similaire en France, en fait c'est à la main du commerce. On est juste là pour l'orchestrer, mais ça reste une décision du commerçant qui est en l'état Carrefour, et donc je ne me prononcerai pas à la place de Carrefour. Et puis, à la troisième question, c'est comment ça se déboucle cette transaction. C'est une transaction, j'allais dire, à distance. Et je pense que c'est assez symptomatique de cette époque que l'on vit, où on n'a plus que du paiement in-store et du paiement à distance. On a un mélange des deux. C'est un peu du digital in-store, c'est-à-dire que c'est un achat qu'on fait sur place, mais qui se déboucle à distance. Et ça, c'est une vraie tendance, je crois, du commerce et des paiements. Merci de ces précisions et de ces réponses. Je n'ai pas noté, sauf erreur de ma part, d'autres questions, si ce n'est peut-être une remarque ou une question de la part de Jean-Michel Chanavas, que je salue, de Mercatel. Est-ce que les Espagnols ne seraient pas plus appétents à l'innovation que les Gaulois, que nous sommes d'autres pays, puisque Carrefour et MarketPay donc, sont présents sur différentes régions européennes? Oui, alors Jean-Michel, salut déjà. Bonne question. Il se trouve qu'effectivement, le marché espagnol est très friand de ces innovations. Alors, je vais pas faire de rentrer dans des débats sur l'avancée technologique de certains pays par rapport à d'autres, mais on a pu noter que certains pays en Europe, en tout cas, mais je crois que c'est vrai partout dans le monde, que certains pays qui sont partis un peu plus tard que d'autres sur les paiements électroniques, je vais les appeler comme ça, ont grillé certaines étapes et donc se sont affranchis de legacy que d'autres pays ont pu avoir. Et je m'explique. En France, on a du paiement par carte à puce depuis, j'ai l'impression depuis que je suis né, tout simplement. Et donc, la rupture technologique est quelquefois un petit peu plus complexe. Quand on n'a pas tout ce passif, alors c'est un passé glorieux, mais quelquefois c'est aussi un peu un passif, alors on peut aller plus vite. On l'a noté dans le domaine des télécoms, où les pays qui n'avaient pas d'infrastructure de téléphone fixe sont passés directement au mobile. Eh bien, je crois que dans le domaine des paiements, c'est la même chose. Merci de ces précisions, merci de ton intervention, et je pense que les exemples que tu as choisis illustrent bien le dynamisme du retail lorsqu'il est question de solutions de paiement, et également illustre la nécessité, comme tu le disais également, de s'appuyer sur des experts des services de paiement, et c'est toute l'ambition de MarketPay en la matière. Alors, on approche de la fin. Je vais faire une petite conclusion, si vous le permettez, mais avant cela, je réponds effectivement aussi à une remarque ou / question de Jean-Michel qui évoquait effectivement la valorisation des schemes. Visa et Mastercard, elle est extrêmement importante également, puisque donc je vais vérifier également leur valo. Donc hier, Visa valait 460 milliards et Mastercard 360 milliards. Donc ce sont des mastodontes également qui ont largement
les moyens de leurs ambitions. Et c'est aussi un élément extrêmement important, notamment dans un contexte de crise qui n'est pas seulement sanitaire, mais également économique. In fine, combien aura-t-on d'argent et de moyens pour pouvoir mettre en exécution les projets les plus ambitieux soient-ils. Et c'est vrai que les big tech, qui sont d'ailleurs un peu plus montrés du doigt ces derniers temps, parce qu'on utilise leurs solutions de cloud, parce qu'ils ont des datas à foison, eh bien, ils ont aussi un avantage majeur, qu'ils ont des deep pockets, donc des poches très, très profondes, et donc ils ont vraiment la possibilité d'aller très très loin dans le domaine des services de paiement. Une autre remarque tout à fait opportune de Jean-Michel, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment traité ce sujet, même si j'en ai fait le relais dans le cadre des solutions scandinaves en particulier. Il est vrai que parmi les sous-jacents qui sont utilisés pour pouvoir développer du paiement digital, bon, la carte est abondamment utilisée, mais bien sûr le compte et le virement instantané peuvent être bien sûr des relais extrêmement appropriés et surtout à l'avantage de l'Europe, puisque l'Europe dispose d'un scheme créé à cet effet, donc le SCT INST. Et il est vrai que EPI, donc l'initiative européenne que nous évoquions précédemment, eh bien, sera boostée ou sera dopée au virement instantané, d'ailleurs comme la solution P2P de Paylib qu'il a déjà démocratisé depuis l'année dernière. Donc il est vrai que ces choix également sont structurants, puisque ça permet d'avoir une plus grande ou une plus faible indépendance vis-à-vis de tiers, et en particulier des scheme cartes. Cela a bien sûr une incidence sur le modèle économique, et on sait que les retailers en particulier, ils sont extrêmement sensibles, puisque cela peut avoir une incidence sur le coût des biens et services qu'ils distribuent. Pour conclure, on n'a bien sûr pas été exhaustif parce qu'il nous aurait fallu une journée entière et encore pour pouvoir aborder et descendre plus à fond dans les méandres du paiement digital. Ce qu'on a voulu relayer, ce n'est pas uniquement une vision franco-française, mais une vision assez internationale avec une diversité de maturité, de rythme de développement, là aussi des acteurs bien différents selon les pays, avec quand même l'apparition d'acteurs qui vont rester longtemps dans le paysage et qu'on pourra sans doute appeler usual suspects, mais en tout cas, leur propension à demeurer sur le registre du paiement digital ne va pas cesser demain. Et c'est vrai que pour les acteurs historiques, et en particulier les acteurs bancaires, eh bien, c'est un sujet de questionnement, de dilemme extrêmement oppressant, j'allais dire, parce que, voilà, est-ce que je m'associe, est-ce que je frustre mes clients si je ne leur propose pas Apple Pay alors que ils y sont particulièrement appétents? Est-ce que je dois mettre plus de billes dans Paylib? Est-ce que le sort des solutions nationales, d'ailleurs qu'elles soient italiennes, allemandes, belges, françaises, ces ambitions, je dois les mettre de côté pour privilégier une ambition européenne, à l'instar de EPI? Très facile à dire, comme je le fais à l'instant, mais les réponses sont sacrément compliquées, et c'est tout effectivement l'intérêt de suivre du mieux possible, comme nous nous y efforçons en tout cas, ce qui se passe à droite et à gauche, et d'essayer modestement de les relater de façon intelligente. Jean-Michel, je vais te céder la parole si je peux. Je vais essayer de voir si je peux te mettre en tant que speaker sur scène. On va faire ça en live, un petit instant. Et si ça marche, je te laisse volontiers prendre la parole si tu as un mot éventuellement à ajouter, avant que nous concluions et maintenions le timing de notre webinaire. Jean-Michel, est-ce que ça marche? J'ai un petit message qui me dit Jean-Michel se prépare. Ah, ben voilà, il est sur scène. Super. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, bah écoute, nickel. Bon. Jean-Michel, veux-tu ajouter un petit mot? Ah bah, j'ai ajouté plein de mots, mais en fait, effectivement, c'était plus sous forme de questions que sous forme de commentaires, donc tout le monde ne les a pas vus. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est super intéressant, hein, parce que
c'est rare qu'on prenne un peu le temps de regarder au-delà de la France. Donc, on voit que les initiatives sont extrêmement multiples. On voit que la France n'est pas un pays dans lequel, en tout cas, l'utilisation du paiement mobile se développe tant que ça. Moi, je crois beaucoup, justement, aux initiatives du type de celle de Carrefour, en fait. Celles qui rajoutent autre chose que le simple paiement. Et donc, dans le cadre d'un parcours, dans une station-service, parce qu'on intègre la FID de manière facile, là, il y a un vrai plus. Bon, le reste, ça explique pourquoi ça continue à être confidentiel. Alors, je conteste absolument, en tout cas en matière de paiement mobile, les chiffres du sondage. Là, on demande aux gens s'ils utilisent leur mobile pour payer, mais en tout cas, ça ne recouvre absolument pas le paiement pour mobile au sens où on l'entend par NFC ou QR code. Ça ne veut pas dire que les gens n'utilisent pas leur mobile pour payer. Ils payent sur leur mobile. Ils utilisent en plus leur smartphone pour commander et faire des achats e-commerce. Donc, en réalité, ils payent sur leur mobile, mais ils ne payent pas avec leur mobile. Ils payent avec la carte qui a été intégrée à l'intérieur de leur téléphone. Par du card on file, pas par de l'enrôlement de type NFC. Moi, les chiffres, évidemment, personne ne veut les donner tellement ils sont mauvais, mais ils sont inférieurs à 1%, je pense. Sur le 1% des paiements moins de 1% des paiements sans contact au total, je pense. Donc c'est très très bas, et en tout cas, dans tous les cas, même si c'était un petit peu plus, puisque tout ça peut avancer quand même, c'est très 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 en deçà des chiffres que tu avais donnés, mais dans le sondage où il aurait fallu expliquer aux répondants ce qu'on entend vraiment par le paiement avec un téléphone. Voilà. Oui, tout à fait, Jean-Michel. De toute façon, c'est un indicateur. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, d'ailleurs. Oui. Non, mais ça se développe. Oui. De toute façon, il suffit pour chacun, il suffit que chacun se dise et regarde face une expérience d'organisateur qui s'appelle, je veux dire, instantanément, observation instantanée. Dans combien de cas vous vous êtes trouvé en présence au moment d'un achat de gens qui payaient aussi, si c'est le cas pour vous, avec un mobile? Bon, en ce qui me concerne, ça m'est arrivé une fois en 3 ans. Et je ne plaisante pas. Une fois en 3 ans, quelqu'un d'autre que moi a payé sans contact avec son téléphone mobile. Tu viens déjeuner avec moi, Michel. Ça sera tous les jours, là. Non, mais donc c'est un truc, c'est uniquement pour initier. Alors, il est vrai que maintenant, les commerçants, quand on sort un téléphone, ne font plus des grands yeux du genre, mais ça va jamais marcher, mais qu'est-ce que c'est? Bon, il y en a quand même beaucoup qui continuent à trouver ça super. C'est vrai, ça marche, c'est formidable. Donc, on voit bien qu'on reste encore avec c'est le seul intérêt d'ailleurs de payer avec son téléphone, c'est qu'on est considéré par les commerçants, on a l'impression d'être au sommet de la technologie. En fait, on fait admirer l'utilisation de son smartphone. En fait, c'est très valorisant personnellement. Tout à fait. Ça ne devrait pas durer, normalement. Bon. Non, mais de toute façon, les volumes, c'est clair, sont à date modérés, parce que sinon, je pense que la communication serait plus importante. Ils ne peuvent que croître. C'est pourquoi nous avons montré des différences de région à une autre, et en France en particulier. J'évoquais le terme de cohabitation durable. La carte va rester dominante pendant encore de très longues années. Le relais de croissance de la carte sans contact avec l'augmentation du plafond, ça ne va faire qu'encourager le paiement par carte. Et d'ailleurs, la question que je me pose, aux États-Unis, où on sait qu'on a une proportion de cartes sans contact plus faible, si le nombre de cartes sans contact augmente, est-ce que les Américains ne vont pas délaisser leur smartphone pour continuer à utiliser leur carte? Parce que
c'est un usage qu'ils ont de façon quasiment atavique. Donc, vous voyez, il pourrait même y avoir des renversements de tendance, même si au long cours, voilà, je veux dire, la propension à l'usage du paiement mobile va continuer à être crescendo, et c'est tout à fait normal, mais les bons vieux instruments, et la carte en fait partie, font le job dans sacrément beaucoup de situations, et donc du coup, les gens ne vont pas changer d'habitude radicalement. Il faudrait regarder ce que peut changer, parce que on voit que vous avez parlé de l'initiative des paiements de zèle, donc interbancaire, peer-to-peer, et ça se fait uniquement par mobile. C'est qu'il peut y avoir des facteurs d'accélération rapide. Dans le paiement, on est toujours, on est souvent surpris par la stabilité, et de temps en temps, il y a quand même des choses qui vont très vite. Donc du genre le paiement sans contact. Et avec son avatar récent à 50 €, c'est un changement important et très rapide. Donc, il peut y avoir des usages en fait, qui font basculer les gens sur l'utilisation du smartphone, indépendamment du renouvellement des générations, qui fait que de toute façon, il y a un sous-jacent de fond qui fait que c'est inéluctable. Donc, voilà. C'est ça probablement qui manque en France aujourd'hui. Ce sont des applications avec une utilisation massive du smartphone, pas forcément pour du paiement, mais qui permettraient de se relier au paiement. Le peer-to-peer, c'est une façon. Ça peut être un sujet. Bien sûr, non, et tout à fait. C'est pourquoi Paylib a astucieusement effectivement ajouté cette fonctionnalité dans sa besace l'année dernière, et je pense que c'est un facteur de notoriété, un facteur d'accoutumance, un facteur de prise de conscience de la part des utilisateurs. Mais pour revenir effectivement aussi sur le propos de Fabrice, je crois que ce qui importe, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Parce que le paiement sec, effectivement, peut ne pas suffire dans un certain nombre de cas, et on ne changera pas éventuellement d'habitude. En revanche, et là aussi c'est une bonne alchimie à trouver, elle n'est pas toujours aisée, c'est quels sont les services complémentaires vraiment pour apporter de la valeur ajoutée, pour accompagner plus avant le parcours client, le plus tôt possible, et faire en sorte effectivement qu'il privilégie un autre mode de paiement plutôt qu'un autre. Le sous-jacent, effectivement, aussi est un élément important, le recours au virement et au virement instantané en particulier, pour autoriser des cinématiques de paiement sur des montants plus élevés ou des situations différentes. Enfin voilà, il y a plein de choses à inventer. Je remercie à nouveau tous les participants, toutes les participantes de ce webinaire, de nouveau Mercatel, de nouveau la FEVAD, Fabrice Prévost bien sûr, et j'espère vous revoir, puisque c'est vrai que ce qui nous manque, c'est cette interaction, cette sensibilité, voir vos gestuels, vos mimiques, vos sourcils, vos bonnes humeurs, et puis avoir l'occasion également de boire un coup, ça fait pas de mal. Il est 11h40, ça aurait été agréable. Donc j'espère que ces occasions vont revenir, et on pourra tous s'en réjouir pour notre santé d'une part et pour les affaires d'autre part. Mais bon, le domaine des paiements est si effervescent que les surprises ne vont pas manquer dans les mois et les années à venir. Merci à nouveau. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne reprise en ce mois de septembre qui vient de démarrer. Et puis, si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre à date, n'hésitez pas à nous écrire. Je crois que vous avez nos coordonnées, et puis d'autres événements permettront d'enrichir nos connaissances partagées et multiples. Merci à nouveau et excellente journée. Merci Angelo, à bientôt. Au revoir. Salut Fabrice. Au revoir. À très bientôt. Salut.